Suivons la piste des indices faciles. Donc l'histoire se poursuit alors que Esteban et Etao sont dans l'endroit où est entreposé le bouclier miroir. Ils l'examinent un petit peu. Alors ils essayent de donner une espèce de pseudo-importance à ce qu'a dit l'apparition Atlante dans l'épisode 2, histoire de dire que c'était pas pour rien. Mais ça sert absolument à rien, quoi. Il y avait qu'à l'examiner un petit peu et ils auraient découvert ce qu'ils auraient découvert. Parce que vraiment, ce que l'apparition Atlante a dit, c'est juste regarder le bouclier miroir. Il vous indiquera la clé, etc. C'est des trucs de base. T'as qu'à regarder, l'examiner un petit peu et tu le découvres toi-même. Il n'y avait pas besoin de ce discours-là. Donc je réitère ce que j'ai dit lorsqu'elle est apparue. Ça servait absolument à rien qu'elle apparaisse. Enfin bon, la partie miroir du bouclier réagit au médaillon d'Esteban et crée des espèces de tentacules d'oricalque. Waouh, effet visuel. Ça servait absolument à rien. C'était histoire de faire de la merde parce que c'était moche. En plus, j'ai vraiment pas compris ce délire. Pour indiquer après une espèce de texte à lire. Donc ouais, il y a tout un délire là-dessus, quoi. Une espèce de petites tentacules de métal liquide qui viennent vers les médaillons de Zia et Esteban, histoire de dire... Je veux dire, il avait vraiment besoin de ça, et ça réagit juste au médaillon, et puis merde, quoi. Il n'y avait pas besoin de faire des... Je sais pas, c'est un détail vraiment con, je trouve. Il n'y avait pas besoin de partir dans tout ce délire. Hein. Enfin bref, après ça, il y a un texte qui s'écrit sur le miroir, qui dit en gros, de façon un tout petit peu cryptique, qu'il faut rechercher dans le volcan. Voilà, donc le volcan qu'on avait vu près de la petite ville de départ. Donc ils doivent y retourner, seulement il y avait aussi un truc qui était censé être indiqué comme quoi il y aurait une clé dans le miroir. Enfin, c'est pas vraiment ce que j'ai compris dans ce qui a été dit, mais ils l'ont interprété comme ça, donc oui, ok. Il devrait y avoir une clé à l'intérieur du bouclier miroir. Ils regardent, mais il n'y a pas de clé. Et ils se disent, ok, donc peut-être que le mec, au départ, le vieux qui gardait le bouclier au début, saura, donc on y retourne. Et ouais, apparemment, le temple d'Izumo, on n'y fait plus gaffe, alors que c'est genre le premier endroit où on pourrait un petit peu rechercher une telle clé. Mais bon, j'imagine que ce sera pas là, j'ai le sentiment que ce temple d'Izumo, on n'en a plus rien à foutre par la suite. Donc ouais, ils sont néanmoins un peu bloqués dans cet entrepôt parce que la porte est fermée de l'extérieur. Mais heureusement, il y a Pichu qui arrive d'un certain endroit pour qu'ils comprennent qu'il y a une voie de sortie. Et je trouve ça tellement forcé et tellement con parce que, bon, déjà d'une part, qu'ils aient pas remarqué ça dans leur entrepôt, je trouve ça super bizarre. Genre, ils auraient même pas pu essayer de colmater ça. C'est genre l'endroit où vous entreposez votre bouclier miroir et toutes vos reliques à la con, là. C'est ce genre de truc auquel vous devriez faire gaffe, quoi. Colmater ce genre d'endroit, non, vous le faites pas. Et puis, voilà, c'est une espèce de creux dans le mur, vachement visible. Et on fait genre, ils ont pas remarqué ça. Il fallait que Pichu arrive pour qu'ils le voient. Enfin bon, ça les empêche pas donc de partir suite à quelques petites péripéties, reprendre leur grand condor et se rediriger chez le vieux sage qui leur dit qu'il ne sait rien à propos d'une clé, donc c'est pas de veine. Est-ce que ça va revenir en jeu, ça? Sachant qu'ils n'ont pas pris le miroir au passage, hein. Ils l'ont laissé là, alors que si ça se trouve, il avait un lien direct avec la clé dont ils ont besoin, mais non, ok. Bien, comme vous voulez, hein. Ils apprennent juste après par les petits-enfants du vieux que Mendoza et ses amis ont été recapturés. Donc c'est à nouveau à eux qu'incombe de les redélivrer. Et ça se termine là, eux qui réfléchissent là-dessus la nuit. Parallèlement, on voit Ambrosius qui travaille sur sa nef, surveillé par les Japonais, tandis que Mendoza et Sancho Pedro sont toujours emprisonnés, mais mieux traités qu'avant. Parce que voilà, à nouveau, maître Shimazu a son code d'honneur. Et ouais, je me doutais bien que ce petit moment de fulgurance pour Sancho et Pedro allait pas durer très longtemps, puisqu'ils sont repartis pour faire leur boulet. Nourris-moi plus, je suis blessé, tu vas pas, tu vois pas. Oh, moi, t'es le froid. Tu veux bouffer ta nourriture, Mendoza. Comme d'hab, quoi, hein, toujours aussi lourd. Et donc Mendoza, qui a complètement pigé que Ambrosius les a vendus, prévoit de se venger de lui en lui piquant sa nef plus tard pour s'échapper. Donc ouais, là c'est totalement foutu, la collaboration entre nos héros et Ambrosius maintenant. Il va être complètement ouvertement un ennemi.
Je trouve ça dommage à nouveau que vous ayez cassé la dynamique de fin qui était très intéressante en faisant d'Ambrosius en l'espace de 3 fois rien quelqu'un dont nos héros vont se méfier clairement par la suite. C'est un peu dommage d'avoir cassé ça, ça aurait pu amener des situations plus intéressantes, enfin bref. Mendoza est convoqué par le général Shimatsu et qui lui demande de travailler pour lui parce qu'il a de grands plans, il veut conquérir tout le Japon, être maître incontesté, et pour ça, le grand oiseau d'or et les trésors de la cité d'or du coin pourraient lui être utiles. Hein. Et Mendoza n'est pas totalement con, il se dit « Ok, j'y réfléchis. Vous pouvez me laisser le temps de réfléchir, hein. C'est que c'est clairement non, mais je vais pas vous le dire en face comme ça, je suis un petit peu malin. » Donc ouais, il y a ce petit moment qui est intéressant, et c'est au même moment que Gaspard est là, parce que oui, Gaspard va à tout prix voir Mendoza se faire exécuter, qu'il ramasse la sacoche d'Ambrosius pour lui ramener les objets qui sont à l'intérieur, notamment l'objet le plus important, la boussole, et devinez quel objet il fait tomber au sol par inadvertance. Ah non mais la boussole, quelle surprise! Juste un truc par rapport à ça, parce que oui, apparemment cet objet est vachement important pour Ambrosius. Il aurait pas moyen de s'en faire une autre de boussole? Bon, j'imagine que ça n'est pas quelque chose qui se fait en 3 secondes, mais c'est lui-même qui a créé cette boussole à partir d'Orical. Il doit bien en avoir d'autres sous la main. D'une quelconque façon, mais il a piqué une espèce de générateur d'oricalque liquide, donc il y a certainement moyen qu'il fasse quelque chose à partir de ça. Je sais pas si c'est vraiment un modèle unique qu'il a pu faire qu'une fois parce que accident ou quoi. Mais ouais, Gaspard fait tomber la boussole par terre qui est remarquée par Mendoza évidemment, ça aurait pas pu être n'importe quel autre objet, il fallait que ce soit cet objet précis. Et petit détail, ça énerve Shimatsu au point qu'il menace Gaspard de lui faire beaucoup de mal s'il continue d'être un empoté comme ça. Et je trouve ça assez dingue qu'il s'énerve autant pour si peu. Il fait juste tomber un petit objet par terre, ça va quoi. Et quand il a manqué de se faire tirer dessus en pleine tête par le même Gaspard 3 épisodes plus tôt, il était genre « Ah, ça m'énerve, mais bon, on m'a informé d'autre chose, donc je passe l'éponge. » C'est double standard un peu bizarre de sa part, je trouve. Enfin bon, c'est un détail. Un gros détail, mais un détail quand même. Donc ouais, ça a attiré l'attention de Mendoza qui, lorsqu'il se fait ramener en prison, pique la boussole. En finissant une petite dispute avec Gaspard, hein, il se fait facilement manipuler Gaspard parce que ça n'a jamais été une flèche, je le reconnais. Et donc, lorsque Gaspard vient amener sa sacoche à Ambrosius, il pique une putain de grosse colère, genre bien profonde, encore pire que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus sa pyramide de Mu à la fin de la saison 1. Je veux dire, waouh, ça le fout en rogne comme jamais, sachant qu'à nouveau, je comprends toujours pas pourquoi il pourrait pas s'en faire une autre, enfin bon. Ok, on va dire que c'était un matériau limité et qu'il en a plus sous la main, on va dire ça, si vous voulez. Et donc, il en a un petit peu marre de Mendoza et essaye de comploter avec Gaspard qui le suit bêtement parce que, voilà, il a besoin de sur quelqu'un et il sent que, je sais pas, maintenant, Shimatsu, il s'en est lassé ou une connerie comme ça. Donc oui, vas-y, je vais être le larbin d'Ambrosius maintenant. Ok. Ça aurait pu être mieux amené, je trouve, hein. C'est pas que j'aime pas l'idée, mais ça aurait pu être mieux amené que ça, quand même. Et donc, ouais, ça se termine sur lui qui prévoit un plan, mais super finement pensé, pour se débarrasser de Mendoza. Et ce plan finement pensé, c'est juste, tenez, il y a un pistolet qui est caché dans ma nef, je vous le donne, vous butez Mendoza. Simple et direct, hein, j'ai envie de dire. Et c'est là-dessus que se termine l'épisode. Ouais, c'est passable. Voilà, ça évolue de façon à peu près acceptable à nouveau. J'ai le sentiment de dire ça dans pas mal d'épisodes de cette saison 3. Voilà, l'histoire évolue de façon pas insultante ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien d'extraordinaire, rien de sensationnel. Il n'y a pas de prise de risque, c'est le truc de base. Il n'y a rien de mature, c'est très
très enfantin et pas enfantin, trop insultant non plus, donc ok, bien. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de très marquant, rien qui sort du lot, rien qui vous fasse dire «Oh, ça veut aller loin». Mais bon, il n'y avait rien de mauvais, à part quelques grosses facilités qu'on est habitué à voir depuis quelques temps, mais rien de gravissime, et ça allait, globalement. On va voir comment ça se poursuivra dans l'épisode 6. À bientôt, au revoir.